أجواء إيجابية إن شاء الله. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le gouvernement Salam donne son feu vert à l'exportation des déchets à l'étranger, une solution temporaire de 18 mois à laquelle s'est opposé le courant aouniste et les Kataeb pour manque de transparence. Matteo Renzi au Grand Sérail, le chef de l'exécutif italien, a rencontré son homologue libanais Tamam Salam. Au menu des discussions, la crise des réfugiés syriens. L'armée irakienne est entrée ce mardi dans le centre de Ramadi. Cette offensive vise à reprendre la ville contrôlée depuis le mois de mai par l'État islamique. Entre 250 et 300 djihadistes y seraient retranchés. C'est fait, le gouvernement libanais a décidé lors d'un conseil des ministres que les déchets seraient désormais transférés à l'étranger, et ce pour une durée de 18 mois. Il s'agit d'une solution temporaire à la grave crise des déchets qui dure depuis, donc, je vous le disais, plus de 5 mois après la fermeture de l'immense décharge de Naameh. La décision n'a pas reçu l'aval des ministres du courant patriotique libre et du parti Kataeb qui s'opposent notamment au coût de l'opération, $125 la tonne pour l'exportation, et qui devrait être couvert par la caisse autonome des municipalités. Opposition également aux modalités des appels d'offres qui ont été effectués. Matteo Renzi au Grand Sérail, le chef de l'exécutif italien, a rencontré son homologue libanais Tamam Salam. Au menu des discussions, la crise des réfugiés syriens et ses conséquences. Salam a appelé à une entente complète sur ce dossier avec l'Italie et l'Europe de manière générale, en vue d'une coopération à tous les niveaux. Le chef du gouvernement a par ailleurs rappelé l'importance des relations historiques entre Rome et Beyrouth, notamment au niveau économique. Renzi, de son côté, a appelé l'Europe à accorder plus d'attention au Proche-Orient. Le Premier ministre italien a également rappelé que son pays, qui compte une population de 60 millions d'habitants, a vu 150 000 réfugiés débarquer en Italie. Malgré les risques, malgré l'arrivée de l'hiver, les réfugiés tentent toujours de gagner le vieux continent. Depuis janvier, 1 million de migrants est arrivé en Europe, selon l'Organisation internationale pour les migrants et le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La très grande majorité, plus de 820 000, est passée par la Grèce. Parmi ceux qui ont réussi à atteindre les côtes européennes, 1 demi-million, soit une personne sur deux, étaient des Syriens. Ce mardi 22 décembre, 11 migrants ont péri noyés et 7 autres ont pu être secourus en mer Égée après le naufrage de leur embarcation partie des côtes ouest de la Turquie à destination de la Grèce. En Allemagne, le seuil symbolique des 1 million de demandeurs d'asile a été donc franchi, un chiffre bien supérieur aux dernières prévisions officielles. Face à la pression de l'opinion publique, Berlin expulse, vous allez le voir, davantage de déboutés du droit d'asile. Exemple du Land de Bavière qui a triplé ses renvois cette année. Sophie Guignon nous en dit plus. Dans cette ancienne caserne américaine, un centre dédié aux demandeurs d'asile. 850 personnes sont hébergées ici. Toutes viennent de pays dits sûrs, comme l'Albanie ou la Serbie. La plupart de ces migrants seront reconduits vers leur pays d'origine. Je n'ai pas de maison pour moi et mes enfants en Serbie. Je dois retourner en Serbie, mais je vous le dis, je n'ai pas de maison pour mes 3 enfants. Où vais-je aller avec mes 3 enfants ? Depuis l'ouverture de ce centre en septembre, aucun migrant n'a obtenu le droit d'asile. 633 personnes ont été expulsées. Ces décisions sont exécutées sous 5 à 10 jours. Les gens savent bien sûr qu'une procédure judiciaire les attend, bien que les délais soient très courts. Bien sûr, cela déprime ces personnes. D'un autre côté, quand elles sont acceptées dans nos infrastructures, nous les traitons toutes rationnellement. D'ici au mois de mars, les capacités d'accueil de ce centre devraient atteindre 4500 places. Le ministère de l'Intérieur allemand a été clair, il n'y aura pas d'arrêt des expulsions durant l'hiver. Le
Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est en Grèce, à Athènes, où le Parlement a reconnu aujourd'hui, lors d'un vote, l'État palestinien. Abbas a remercié les députés grecs pour ce vote qui contribue à la création d'un État palestinien. Le Premier ministre Alexis Tsipras a espéré qu'une solution viable serait trouvée après des discussions substantielles. Au total, 136 pays ont reconnu l'État palestinien, dont 8 en Europe. Et vous le voyez, le président Abbas qui applaudit justement le feu vert du Parlement grec. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, l'armée irakienne est entrée ce mardi dans le centre de Ramadi. Cette offensive vise à reprendre la ville contrôlée depuis le mois de mai par l'État islamique. Entre 250 et 300 djihadistes y seraient retranchés. Inès Olagaray nous en dit plus. Les chars de l'armée ont pris position sur les routes et dans les gravats, les soldats ont planté le drapeau irakien. Ces photos ont été prises le 21 décembre à Ramadi, la veille de l'offensive des forces irakiennes dans le centre-ville. Les forces armées ont lancé leur offensive à 10 h ce matin, avec le support de l'aviation et de la coalition. Les unités antiterroristes avancent vers le centre-ville de Ramadi pour la libérer du terrorisme. Dans la ville, il y aurait encore près de 300 djihadistes de l'organisation de l'État islamique, cachés dans des tunnels pour se protéger des frappes de la coalition menée par les États-Unis. Depuis plusieurs semaines, les forces irakiennes gagnent du terrain dans Ramadi. Le 8 décembre dernier, elles ont repris le quartier de Tamim, situé dans le sud-ouest de la ville. Depuis, l'armée déjoue chaque jour des tentatives d'attaque de l'EI en détruisant des véhicules bourrés d'explosifs placés sur les voies d'accès au centre-ville. L'armée affirme que Ramadi sera de nouveau sous son contrôle d'ici la fin de l'année. Une victoire dont les forces irakiennes ont besoin pour redorer leur blason. En mai dernier, elles abandonnaient la ville de Ramadi derrière elles, incapables de repousser les combattants de l'organisation de l'État islamique. En Afghanistan, les talibans maintiennent la pression, notamment dans le sud du pays, où ils assiègent la ville de Sanjin, un haut lieu de la culture du pavot. Des bâtiments gouvernementaux et des routes seraient tombés aux mains des insurgés qui affirment avoir pris le contrôle de l'ensemble du district. Une information démentie par les autorités locales. Les combats se concentrent actuellement autour du siège de la police. Des troupes britanniques de l'OTAN ont été envoyées en renfort. Dans le reste de l'actualité internationale, les pelleteuses s'affairent dans le sud de la Chine. Des milliers de tonnes de terre et de débris se sont abattus dimanche sur la zone industrielle de Shenzhen. Ce glissement de terrain a enseveli 81 personnes. L'espoir de retrouver des survivants est quasi nul. Ce n'est qu'aujourd'hui, 2 jours après le drame, qu'un premier corps a été dégagé. Noémie Roche. Pour ces secouristes, la course contre la montre se poursuit. Sous cette montagne de boue, il y a peut-être des survivants. Alors depuis dimanche, les pelleteuses creusent sans relâche. Nous essayons de former un tunnel avec nos machines à partir du haut des tas de boue. Le but, c'est de former une sorte d'ascenseur qui permette aux personnes piégées d'être évacuées, sachant que les 72 prochaines heures vont être cruciales. Un travail de titan. Mais malgré la difficulté des recherches, les 3000 secouristes mobilisés veulent y croire. Aidés par des radars, ils tentent de retrouver les dizaines de personnes portées disparues. On peut détecter les survivants enfouis sous la terre grâce à leur respiration, leur battement de cœur et leurs mouvements. Dans ce parc industriel, 33 bâtiments ont été engloutis. En tout, la coulée de boue a recouvert l'équivalent de 60 terrains de football. Depuis des années, les déchets des sites de construction de la région y étaient entreposés, jusqu'à former une colline artificielle de près de 100 mètres de hauteur. Elle a fini par basculer. C'était trop haut et il n'y avait aucune protection autour. J'avais déjà dit aux agents de sécurité que la boue allait un jour tout effondrer. Le site aurait dû être fermé en février, mais selon des ouvriers, de la terre et des déchets ont continué à y être accumulés.
Au Brésil, le musée de la langue portugaise a été entièrement ravagé par les flammes à Sao Paulo. Il est situé dans l'ancienne gare ferroviaire d'Alutz, construite en 1901. Un pompier est décédé de ses blessures. Le bâtiment a été heureusement vide car le musée est fermé le lundi. Le gouverneur de l'État de Sao Paulo a promis qu'il serait reconstruit. Ravagé par les flammes, le musée de la langue portugaise de Sao Paulo est entièrement détruit. La mégalopole vient de perdre un de ses joyaux. Cet incendie est une énorme tragédie pour notre ville. Le musée de la langue portugaise était très connu au Brésil et à l'étranger, autant que la ville de Sao Paulo. L'incendie s'est déclaré lundi au premier étage du musée, situé dans l'édifice d'une ancienne gare, en plein cœur de la ville. Le feu s'est ensuite rapidement propagé. Par chance, le bâtiment était inoccupé, car fermé ce jour-là. À cause des rafales de vent, les pompiers ont eu beaucoup de mal à venir à bout des flammes. Une pluie bienvenue a finalement facilité leur tâche. Grièvement brûlé pendant l'intervention, l'un d'eux est décédé des suites de ses blessures. Le gouverneur de l'État de Sao Paulo a salué le travail des pompiers. Le total dévouement dont ils ont fait preuve montre tout l'amour qu'ils portent au peuple de Sao Paulo et au Brésil tout entier, car le musée de la langue portugaise traduisait l'âme du peuple brésilien. Unique au monde, le musée n'abritait ni livres ni tableaux. Il proposait une découverte ludique et sensorielle du portugais du Brésil. Inauguré en 2006, il a coûté près de 8,5 millions d'euros. Le gouverneur a promis de le reconstruire. Comme en 1995 ou lors des attaques à Charlie Hebdo, les attentats risquent d'avoir un effet négatif sur la consommation des ménages français en pleine période des achats de Noël. Mais le printemps et les galeries Lafayette seront ouverts 7 jours sur 7 et cela jusqu'au 31 décembre. C'est deux temples du commerce en France qui attirent au moment des fêtes 8 millions de badauds français et étrangers. Petite reprise évidemment comme je l'ai souligné, puisqu'on est parti, on était plutôt à l'ordre de moins 30% sur la première semaine et ça s'est amélioré au fil des semaines pour ce week-end être aux alentours de moins 10%. Donc une petite reprise, mais ce qu'on peut constater par rapport aux événements de janvier notamment, c'est que la reprise s'effectue plus lentement qu'elle ne s'était effectuée en janvier. Janvier étant la période des soldes, là, c'est aussi une période importante d'un point de vue commercial, puisque c'est la période de fin d'année, mais on assiste quand même à un petit changement de comportement des consommateurs, des clients vis-à-vis de ces événements, et la reprise est quand même un peu plus longue. Cette tradition suivie par toute l'Espagne chaque année à l'approche de Noël, le pays participe à donc El Gordo, en français, le gros lot ou la plus importante loterie au monde. Le tirage a débuté, il va se dérouler sur toute l'après-midi. Véritable institution lancée il y a plus de 200 ans maintenant. La cagnotte atteint cette année un montant monstre, un pactole établi à 2 milliards d'euros. Pauline Godard. Après 3 heures à peine de tirage au sort, le voilà. El Gordo, le gros lot. Son montant, 4 millions d'euros. Piedad, une ancienne gagnante du premier prix, se souvient encore de ce moment. Ce fut une sensation que tout le monde devrait avoir le droit de vivre. Cette sensation, quand tu gagnes, quand tu la ressens, tu ne peux pas la connaître avant d'avoir gagné. Tous les Espagnols en rêvent et même si ce n'est pas le gros lot, n'importe quelle somme sera pour beaucoup la bienvenue. Cela me permettrait d'améliorer ma vie parce que je suis actuellement au chômage. Ça me ferait du bien. Mais au final, ce n'est pas le plus important. Je suis ici pour voir le spectacle car c'est un spectacle en soi. Un tirage au sort assez exceptionnel cette année. Il aura suffi d'une matinée pour connaître déjà les vainqueurs du premier et du deuxième prix, 1 250 000 euros. Chaque année, et ce depuis plus de 200 ans, ils sont des milliers à faire la queue pendant des heures pour obtenir le fameux billet et son fameux numéro. 20 € en moyenne le ticket pour les premiers lots, 200 € pour avoir une chance de gagner le premier prix. Ce mardi, plus de 2 milliards d'euros vont être distribués à travers toute l'Espagne. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le gouvernement Salam donne son feu vert à l'exportation des déchets à l'étranger, une solution temporaire de 18 mois à laquelle s'est opposé le courant aoniste et les Kataeb pour manque de transparence.
Matteo Renzi au Grand Sérail, le chef de l'exécutif italien, a rencontré son homologue libanais Tamam Salam. Au menu des discussions, la crise des réfugiés syriens. L'armée irakienne est entrée ce mardi dans le centre de Ramadi. Cette offensive vise à reprendre la ville contrôlée depuis le mois de mai par l'État islamique. L'info continue sur Futur TV. الأجواء إيجابية إن شاء الله.